Salut les fucking viewers, cela fait très longtemps que vous me demandez d'aborder le sujet des chevaliers, et bien voilà c'est chose faite. Petit message vite fait, ce petit signe jaune apparaît de plus en plus sur mes vidéos. Apparemment, YouTube a vraiment décidé de ne plus monétiser le genre de contenu que je vous propose. C'est pourquoi je vous rappelle qu'un Tipeee est à votre disposition si vous pouvez et voulez me soutenir financièrement. Je vous mettrai le lien en description. Bref, l'easter egg du dernier épisode était Mimimati, ouais Mimimati. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé, ici j'en ai caché un autre, bonne chance et bonne vidéo à tous. Durant le Moyen-Âge, environ de l'an 1000 à 1500, les chevaliers ont occupé un rôle important dans toute l'Europe. À cette époque, les sociétés étaient faites de cette façon. Tout en haut, bien sûr, le roi, il accordait à ses barons des privilèges et leur donnait des terres. En dessous donc, les barons, qui en échange de ces privilèges, étaient dévoués au roi et le fournissaient en soldats. Ils faisaient partie de la caste des nobles et possédaient leur propre château. Tout comme quasi au niveau du roi, l'église et le pape étaient les plus grands propriétaires terriens et intervenaient dans les nominations d'abbés, d'évêques et même des rois. Les évêques, eux, étaient au niveau des barons, avaient et possédaient leurs propres terres et chevaliers. En dessous, les chevaliers donc. Certains, tout comme des mercenaires, ne combattaient que pour l'argent, mais la plupart d'entre eux recevaient des terres pour leur loyauté et parfois avec même des gens et propres paysans. Et donc tout en dessous, les fameux paysans, eux, vivaient et travaillaient en majorité à vie pour leur seigneur. Principalement, ils occupaient trois rôles: fermiers, agriculteurs, ouvriers et serviteurs. Dans les cités et les villes, il y avait une petite organisation politique. Le maire gouvernait avec un conseil de riches commerçants, et les habitants, principalement ouvriers et artisans, payaient un impôt, une taxe ou même un loyer. En parlant de taxes, petite parenthèse, une fois par an, les paysans payaient la dîme, une sorte d'impôt à l'église qui était utilisé principalement pour les constructions et rénovations de leurs biens. Lorsque l'on pense au chevalier, ce symbole nous vient rapidement à l'esprit, c'est celui des croisés, dont la croix rouge représente la crucifixion du Christ. Vers la fin du XIe siècle, il était impossible aux pèlerins chrétiens de se rendre en Terre Sainte à Jérusalem. Depuis plus de 400 ans, les musulmans occupent et bloquent ces lieux. Le pape ordonna alors la reconquête des territoires saints, promettant aux chevaliers pardon et protection. Durant 2 siècles, il y eut 8 croisades. Des hommes des 4 coins des royaumes s'y engagèrent. Ceux du nord firent leur voyage en bateau et beaucoup périrent sous les jougs de pirates, le long des côtes atlantiques et en mer Méditerranée. Nombre d'entre eux furent envoyés comme esclaves sur les côtes africaines. Pour les hommes d'Europe centrale, le périple se fera à pied. Beaucoup mourront de fatigue, de maladie et de faim. C'est aussi par manque de vivres et en gardant en tête qu'ils seront pardonnés pour leurs péchés que les croisés au cours du voyage pilleront, tueront, violeront et plus de nombreux innocents et raseront des villes entières pour rien. Lors de la première croisade, la ville de Jérusalem sera reprise et le royaume chrétien créé. Par la suite, les musulmans sous les ordres de leur chef Saladin et plus tard sous le règne du sultan Baïbar repousseront les croisés et reprendront toutes les villes et terres, et ce définitivement. En temps de guerre et en règle générale, il faut faire attention de ne pas confondre chevaliers et soldats, car ces derniers étaient de simples paysans et faisaient partie du groupe des fantassins. Lors d'une bataille, le chevalier chargeait et se retirait du combat avec son cheval et leur laissait le champ libre. Le soldat ne prenait place qu'en temps de guerre, mais du coup, qui sont et comment devient-on chevalier ? Eh bien, lorsqu'un baron, par exemple, avait un fils, il était désigné et destiné à devenir chevalier. À l'âge de 7 ans, il quittait sa famille et était placé dans le château d'un seigneur, et intégrait une école, le chapelain. Il deviendra page. On lui enseignera l'histoire, la géographie, et il apprend à lire, écrire et à compter. Il prendra aussi des cours de catéchisme, assurera des travaux de bonne manière, en servant ses seigneurs à table et en remplissant des corvées avec les serviteurs.
Si son travail n'était pas fait correctement, il pouvait être battu, et ce avec souvent l'autorisation de leur père. C'est à l'âge de 14 ans qu'il rentrera au service d'un chevalier et devient donc écuyer. Ce rôle se nomme ainsi car souvent il porte son bouclier qu'on appelait écu. Il assistait son maître au combat, l'aidait à s'habiller et remplissait pour lui toutes sortes de tâches diverses, comme délivrer des messages par exemple. Il occupera ce rôle pendant 5 à 10 ans. Ensuite, il suivra un entraînement rigoureux afin d'assumer ses futures fonctions. Il apprendra à combattre, principalement à l'épée, au début en bois, puis pratique la joute contre des mannequins de paille qu'on appelait quintaines, et enfin, lorsqu'il serait prêt, sera fait chevalier par son seigneur, son père, et dans les plus grands honneurs, son roi lui-même, mais c'était assez rare. On appelle cette cérémonie l'adoubement. Le futur chevalier devait même jeûner et prier toute la nuit précédente celle-ci. Enfin prêt, il faut s'équiper. Les armures et armes ont bien évolué au cours des siècles. Vers la fin du 15e, elles se composaient ainsi. Un casque, des spahierres, un plastron, des cubitières, une braconnière, des gantelets, des cuisseaux, une côte de maille, des genouillères, des grèves, des solerets. Pour ce qui est des armes, leur préférée était bien sûr l'épée, qu'elle soit à une ou à deux mains, elle représentait leur statut social et la portaient même durant leur vie civile. Avec le soldat, ils en partageaient d'autres. La masse, le marteau, la hache, le fléau et enfin le poignard. Certains, tout comme les archers, utilisaient un arc en complément et même des arbalètes qui étaient très populaires, mais considérées comme déloyales. Mais revenons sur les protections. Les deux principales étaient le bouclier et l'écu. Le premier principalement utilisé par les fantassins et le second celui des chevaliers. Dessus, très souvent étaient représentées les armoiries de sa famille ou de son seigneur. Mais il n'y a pas que la guerre. En temps de paix, les nobles pratiquaient l'amour courtois. Cette pratique permettait de créer des alliances entre barons et était scellée par le mariage. Les femmes de chevaliers étaient en quelque sorte mariées de force, puis une fois fait, elles perdaient leurs droits. Faire la cour à une dame, c'était du sérieux. Des marieuses intervenaient auprès des prétendants pour les forcer à s'aimer, usaient de ruses en utilisant des poètes, des peintres et même des troubadours pour l'ambiance. Rares sont ceux et celles qui se mariaient par amour. Avec tout ça, au château, chacun son rôle. Les nobles, les prêtres, le commétable, qui était le chef des défenses, le régisseur, chef des serviteurs, les soldats, et les petites gens composés de serviteurs, barbiers, armuriers, palefreniers, maîtres chiens, valets de ferme et même dames d'honneur. Pour s'occuper, nobles et chevaliers jouent aux échecs, assistent à des combats de coqs, pratiquent le sport du roi, ce qui consiste à lâcher des aigles ou des faucons principalement sur d'autres oiseaux, et pour les grandes occasions, un spectacle de joute était donné avec de nombreux combats entre seigneurs. En plus d'amuser, ils pouvaient aussi s'y entraîner, joindre l'utile à l'agréable. Et après tout ça, un merveilleux banquet était donné avec à chaque table un rang social, le tout emmené dans l'ambiance par des musiciens et bouffons. Pour finir cette vidéo, quelques petites anecdotes. Restons dans le thème du banquet. Le dauphin, oui, le dauphin cuisiné était le mets exotique le plus valorisant et prisé des nobles et des chevaliers. Il existe un ordre de chevaliers appelé hospitaliers, mi-chevaliers, mi-prêtres. Ils ont juré de protéger les pèlerins en Terre Sainte et ne rentreront jamais chez eux. En 1272, les chevaliers de Chypre ont fait grève et refusent de partir en guerre. Ce sera la seule et unique de l'histoire. En 1415, les chevaliers français vont perdre contre les Anglais à cause de leur armure beaucoup trop lourde. Pourtant, à 18 000 contre 6 000, ils perdront car trop lents au combat, et une fois au sol, ils n'arrivaient plus à se relever à cause de leur poids. Beaucoup de femmes de chevaliers se maquillaient pour leurs hommes. Lorsque l'Église considérera que le maquillage n'est destiné qu'aux prostituées, beaucoup de ces femmes seront punies et parfois même par la mort. Pour finir, sur un écu sont posées les armoiries d'un chevalier, comme je vous l'avais dit plus tôt, mais lorsqu'il se marie, celles de sa femme y seront rajoutées. Cet épisode était un spécial 25 000 abonnés, merci pour votre soutien, merci à tous les vidéastes que j'ai rencontrés via la plateforme et qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit au travers de leurs partages et même de leurs conseils. Je dois mettre une petite mention spéciale à certains, comme Brother, avec qui notamment j'ai appris au fur et à mesure des années le montage, avec qui aussi j'ai fait mes premières armes, que ce soit sur YouTube ou même sur les réseaux sociaux comme Twitter. Je ne pourrais oublier bien sûr Antox Colaboy, Cédric Jurassic, Site Fiction, Lenny de la chaîne The Science
Science Coder, il y a le Fou, Norage, Aménoz, Anthony de l'Instant des Copeaux, Ninja de New Game, le Professeur Goer, Tsarkonga, Watch, Alexis sans S, bref, j'en oublie, je suis sûr. Il m'arrive de beaucoup rire en lisant tous vos commentaires et certains me touchent vraiment et ça c'est cool. Je voudrais remercier aussi les tipeurs qui luttent, fiers, à mes côtés contre la démonétisation. Bien sûr, je n'oublie pas les donateurs occasionnels, lors des lives par exemple. Et j'affiche ici les 2 vidéos qui m'ont fait pour le moment le plus galérer mais plaisir à réaliser. Bien sûr, si vous avez quelques minutes encore à m'accorder, allez les voir. Honnêtement, elles sont vachement cool. Tolkien, c'est un écrivain que j'adore et Jack l'Éventreur, c'est vraiment un sujet qui m'intéressait au plus haut point. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour d'autres fucking vidéos.